à tous et bienvenue dans Automoto. Nous sommes à quelques kilomètres de Phoenix, dans l'Arizona, car nous avons décidé de vous faire participer à l'une des plus grandes ventes aux enchères du monde et surtout, la plus folle de l'année. Ici, on va vendre des muscle cars, bien sûr, des légendes de l'automobile américaine, des hypercars, des bagnoles de flics, des véhicules de cinéma, peut-être la voiture la plus laide du monde et même des répliques un petit peu bizarres. Et vous vous en doutez bien, dans ce genre d'endroit, on n'a pas pu résister à la tentation. On va vous chercher une voiture, on va acheter une voiture, on va ramener cette voiture en France et l'un d'entre vous va la gagner à l'issue de l'émission. Et peut-être d'ailleurs qu'il y aura un peu plus qu'une seule voiture. Alors installez-vous confortablement car croyez-moi, on va passer une demi-heure de bonheur automobile absolu. Pas mal ça, hein? Allez, tout de suite, le sommaire de votre Automoto. Ce dimanche matin, Automoto reste aux États-Unis. On essaie pour vous les versions ouvertes, prénommées Speeder, des fabuleuses McLaren 600 LT et 720S, toujours en Arizona. On vous fait découvrir la route extraordinaire de la vallée de la mort entre le Nevada et la Californie à bord de l'indestructible Mercedes classe G. Mais d'abord, on va vous chercher une ou peut-être deux merveilles du côté de Phoenix. De retour ici en Arizona pour cette vente make-up. Alors, si vous suivez Automoto, vous savez qu'on vient souvent ici aux États-Unis dans ces ventes aux enchères géantes pour vous trouver la perle rare, la ramener en France et la faire gagner à l'un d'entre vous. Et peut-être que cette fois, on pourrait bien ramener deux voitures puisque près de 1500 véhicules vont s'échanger durant 4 jours. Et qui dit vente aux enchères géantes dit forcément un endroit un petit peu particulier pour faire rentrer toutes ces voitures et toutes ces motos d'ailleurs. On va en parler, des motos. Alors ici, on s'embête pas, on prend carrément un stade de football américain. Et pour vous trouver ce diamant ou ces deux diamants, eh bien, on a fait appel à de vieilles connaissances de l'émission. Si vous suivez Automoto, vous les avez forcément déjà vus, Charlie et Alex des Socal Franchise. Sympa pour vendre des bagnoles ici, hein. Il y a de quoi faire. Bon. On devrait trouver ton bonheur, sans problème. Donc torche. Mais je suis équipé, tu sais bien. Ah toujours. Ouais, comme d'hab. Comme il y en a 1500, on va aller se mettre au travail tout de suite, les garçons. On y va? Let's go. Allez, go! Charlie et Alex ont un garage à Los Angeles. Leur boulot, dénicher les meilleures voitures américaines pour ensuite les ramener en France. Ici, dans l'Arizona, nous avons peu de temps pour expertiser les véhicules avant le début de la vente et donc pas vraiment le droit à l'erreur. Nous repérons sur le plan notre première cible. Allez, hop. Alors messieurs, Chevrolet Camaro 1968, estimation 25, 35 000. Elle présente bien, hein? Alors, si elle est aussi belle en dessous qu'elle est au-dessus, c'est plutôt une voiture qui sera au moins dans les 40. Alors moi j'adore les garçons, c'est les feux cachés dans la calandre comme ça. Elle présente bien la voiture, hein? Alors, Franchement, deux choses dont... Ah, tu me connais. Ça y est, ça commence. Ah là là! Déjà, elle a des freins à tambour. Le tambour tout rouillé, donc belle peinture, tambour rouillé. Déjà, tu dis, ah. Ensuite, je vois que c'est pas sa teinte d'origine. Elle était blanche, la voiture, avant. Donc voilà. En Déjà... 3 secondes, hein? Allez, l'inspection débute. Ouais, ils ont changé le plancher, mais c'est pas fait dans les règles de l'art. Hein. ah bah, d'ici, c'est de la dentelle, regarde. Tu mets ta tête où j'ai la mienne, regarde. La seule chose, c'est qu'en France, encore une fois, on a un contrôle technique, chose qu'il n'y a pas ici. Voilà, c'est pour ça qu'on dit encore une fois, faites attention, hein, les belles photos sur Internet, sur les belles annonces, on peut avoir des surprises. Hein. Avant de venir ici, on a fait une première présélection et elle était dans notre top 5, celle-là. Cette Camaro reste malgré tout un beau projet pour qui veut se lancer dans une restauration. Mais nous cherchons pour vous une voiture prête à rouler. Bon, il y en a 1499 autres, ça va aller, hein? Allez, on y va. au boulot. Alors messieurs, moi j'aime bien ça. J'aime bien parce que, encore une fois, on est un petit peu dans l'icône de l'automobile américaine, dans une des références qu'on connaît mal en Europe. C'est un Chevrolet El Camino. C'est quoi? C'est un crossover, c'est un mélange de pick-up et de grande berline de l'époque, hein, c'est ça l'idée. Hein. GM a pioché dans sa banque de pièces incroyable, de pièces de berline,
pour nous pondre un véhicule qui est à mi-chemin entre une berline de ville et un pick-up utilitaire. L'avantage, c'est que tu avais une banquette 3 places à l'avant quand même. Ouais, t'avais le confort et puis le côté un peu sympa hein, de la voiture de tous les jours. Ça se conduit comme une voiture. Et pas le côté rustique d'un vrai pick-up. Ça, c'est pas mal. Hein. Tout a été refait, là. Je vois tout est neuf, panneaux de porte, moquette, ciel de toit. Et l'inspection de Charlie et Alex va confirmer nos premières impressions. Bon, c'est pas mal ça, hein, ça peut nous intéresser. Hein. C'est propre. Celui-ci est très très propre. Vraiment, alors là, c'est une belle surprise. Hein. Allez. Et voilà le El Camino dans notre liste. À l'arrière de l'immense podium, où les voitures attendent d'entrer en scène, nous repérons notre deuxième cible. Et regardez-moi un peu cet intérieur. Du velours, noir, de l'or. Regardez, c'est ce qu'il nous faut, ça. Pontiac Trans-Am, une voiture devenue un petit peu mythique parce qu'utilisée par Burt Reynolds dans le film Cours après moi, shérif. On est en 77, un film qui a inspiré la série télé Shérif, fais-moi peur. Mais bon, voilà, c'est un peu de l'histoire américaine quand même, cette voiture. Hein. Si on veut être un peu sarcastique, on peut Qu'est-ce dire qui va me qu'elle a un sortir faible encore kilométrage, 10 000 miles, donc 16 000 km, Ouais. parce que ces modèles-là étaient tout le temps en panne et que c'est assez compliqué. Hein. Mais n'empêche, c'est quand même une belle voiture. Moi, franchement, j'en ai. De toutes celles qu'on a vues hein, ici aux États-Unis, c'est rare d'en voir une avec, dans un état pareil. Moi, je pense qu'on va jeter un coup d'œil sur la voiture. Ça peut nous intéresser quand même. Bon, ça a l'air propre quand même, hein. Non, c'est une voiture qui a été bichonnée, on va dire. Ouais, c'est bien. Hein. Mais les garçons, le plus de cette voiture, il est là. Go fast, but be safe. Allez vite, mais faites-le en toute sécurité, signé Burt Reynolds. Eh, c'est la classe, non? Ah, j'adore. Et dans le petit album, pour prouver que c'est bien Burt Reynolds qui a signé la voiture, il y a la photo de Burt qui signe. On a la preuve que Les dernières qu'il a signées. Hein. Burt Reynolds signe la photo. Et c'est vrai qu'il était déjà plus très jeune, là, Burt Reynolds. Ah, c'est pas mal. C'est un morceau d'histoire, les garçons, ça. Nous laissons Charlie et Alex fouiner la bonne affaire pour s'intéresser à d'autres véhicules. Enfin, si on peut encore appeler ça un véhicule. Regardez sur quoi on tombe comme ça, cherchant des voitures. Peut-être le véhicule le plus laid de l'histoire automobile. Elle s'appelle Nissan Escargot. Cette voiture, c'est pas une blague. C'était évidemment un véhicule utilitaire, hein, on s'en doute. Et Nissan aurait effectivement joué sur ce jeu de mots, escargot. Quand on voit la forme de la voiture, on se doute pourquoi. Hein. Mon Dieu, que c'est laid. Mesdames et messieurs, voici une Lamborghini Diablo. Ouais, enfin, pas vraiment. Vous l'avez compris, c'est une réplique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sous cette réplique, sous cette carrosserie, il y a la Pontiac Fiero. C'est un petit coupé du milieu des années 80 qui ressemblait un peu à une Fiat X9. Alors, ce véhicule avait deux particularités. La première, c'est qu'il avait tendance à brûler avec son V6 à l'arrière. Et la deuxième, c'est qu'il a servi de base à quasiment toutes les répliques, tous les kits carrosserie que l'on a pu trouver, Lamborghini, mais aussi Ferrari. Et une petite société, ici aux États-Unis, a même commercialisé des fausses Ferrari 308 distribuées pour certaines d'entre elles dans le réseau Pontiac, jusqu'à ce que Ferrari intervienne, bien évidemment, pour se plaindre de ces répliques. Alors, il y a des Pontiac Fiero en Lamborghini Diablo, en Lamborghini Countach, en Ferrari 308, également à F40. Et évidemment, ici, on en a profité du côté de Hollywood pour utiliser des fausses Ferrari dans les films sur base de Pontiac Fiero, notamment dans la série télé Magnum ou dans toutes les scènes d'action. Ce n'est pas une Ferrari 308 GTS que vous voyez, mais une Pontiac Fiero. Il y a aussi
des motos à vendre ici dans l'Arizona. Il y en a d'ailleurs une bonne centaine, dont celle-ci, cette Husqvarna de 1967, qui a été la propriété d'un certain Bud Ekins, cascadeur, doublure et meilleur ami d'un certain Steve McQueen. C'est lui qui le double dans la scène avec la moto qui saute par-dessus les barbelés dans la grande évasion et dans la course-poursuite de Bullitt. Bud Ekins, comme Steve McQueen d'ailleurs, était passionné par les courses de moto. Et la rumeur veut que cette moto, cette Husqvarna, ait été aussi utilisée par Steve McQueen. Ça va être marrant de voir à combien elle part celle-là. Nous retrouvons Charlie et Alex. Et là, attention, petit coup de foudre. Les garçons, ça j'aime bien. Petit Ford Bronco. On est en icône américaine, Charlie. C'est un peu le pendant tout-terrain de la Mustang, c'est cette voiture. C'est exactement ça, c'est le même genre d'icône. D'ailleurs, c'est dans la lignée de la Mustang, donc version 4 roues motrices. Ouais. Alors là, en plus de ça, tu as le hardtop qui s'en va là. Voilà, exactement. C'est une capote, ni plus ni moins, que tu peux enlever. Tu as un arceau de sécurité. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as aussi le pare-brise, il se fold. Ouais, donc il descend. Alors le seul problème les garçons, c'est que le nouveau Bronco va sortir l'année prochaine, la version donc moderne on va dire de cette voiture. Et c'est des voitures qui sont très à la mode en ce moment ça. Exactement. Ça fait quelques années que ces voitures-là, tous les endroits, tu sais, au bord de la mer, les endroits un peu fancy, t'en vois beaucoup rouler, surtout ici et notamment en Californie. Donc c'est quelque chose qui continue à s'amplifier et qui va certainement arriver en France puisqu'on a toujours un léger décalage. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est maintenant qu'il faut les acheter, ça c'est sûr. Bon les amis, c'est bien beau tout ça, mais il va peut-être falloir qu'on vérifie. Je savais que t'allais dire ça. Parce que là, les paillettes, ça brille, mais il faut quand même que je fasse mon boulot, quoi. On va inspecter ça tous les deux. On va regarder. On va commencer par le début. Numéro de série, c'est le de la base. On va voir si déjà ce véhicule a un numéro de série. Là, on a trouvé la data plate. Donc c'est la plaque d'identification du véhicule. Mais il faut qu'on trouve le numéro de frappe à froid qui doit être sur le châssis ou sur la coque quelque part. Faut juste quand même vérifier si c'est les bons numéros de série par rapport au châssis. Là, c'est typiquement le truc, la voiture arrive en France. Les papiers ne vont pas avec le numéro de châssis et elle rentre pas en France la voiture. 83 883. C'est bon, on a trouvé le numéro de série, ça correspond bien au numéro de série qui sont annoncés là et au numéro qu'il y a dans la boîte à gants. C'est propre. Ça n'a pas été découpé ou charcuté, c'est tout d'origine. Si jamais tu viens frotter sur un rocher, le bas de caisse est renforcé. Tu as vu, je m'éclabousse en même temps. Non, c'est tout bon là-dessous, c'est pas mal. Bon, et puis les gars, un petit V8, Voilà, V8 302, donc ça correspond à 5 litres de cylindrée. C'est déjà une très bonne base. Pas mal du tout ce petit Bronco, mais un autre véhicule nous intrigue, et pour cause. Et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs voitures de police à vendre. Bon, ça c'est une Camaro, c'est pas très joli. Moi celle-ci j'aime bien, c'est une Ford des années 50. Et moi j'ai une question, est-ce qu'on a le droit de rouler avec une voiture de police en France ? Absolument, Jean-Pierre, tout à fait. Génial. La seule condition, c'est ne pas imiter les forces de l'ordre du pays. Ouais, donc pas marquer police nationale ou gendarmerie en France. Et cacher le gyrophare quand tu es en usage routier. Et sur les modèles plus modernes qui ont un pare-buff ou des appendices un peu agressifs, ils doivent être démontés pour pouvoir circuler sur la route. D'accord. Et c'est une voiture qui vient de la police de Chicago. Ces voitures-là, bien souvent, elles sont conservées soit dans des musées, soit pour des gens qui les rachètent pour les louer pour le cinéma ou pour les événements historiques. On ne va pas résister à l'envie de monter dans une véritable voiture de police américaine. Alors regardez, avec l'immense volant, alors on est vraiment dans les années 50, le porte-fusil ici, et puis bien évidemment tout l'équipement nécessaire avec la radio. La sirène fonctionne, le gyrophare fonctionne. Ah, ça me plaît bien, moi, ça. Allez, nous avons inspecté toutes les voitures qui nous intéressent. La vente débute dans quelques secondes. Et une vente chez Mecum, ça commence toujours avec l'hymne de la maison d'enchères. AC/DC, Thunderstruck. La vente débute enfin. 5 commissaires-priseurs vont se succéder tout au long de la journée. Pourquoi 5 ?
car c'est une tradition tenace aux États-Unis. Ils doivent parler le plus rapidement possible pendant l'enchère. Un rythme qu'ils ne peuvent tenir que pendant, grand maximum, une demi-heure. Écoutez. Ça y est, c'est le moment. On va se battre. Moment de lever la main. On va se battre. Voilà. C'est des moments tellement angoissants. Mais bon, il y a des bonnes bagnoles là. Hein. Allez, on y va. Et c'est parti, mon kiki. Avec 1500 voitures à vendre en 4 jours, autant vous dire que chaque véhicule ne passe pas plus d'1 minute sur la scène. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir ciblé nos chouchoutes. Les voitures défilent dans le brouhaha des commissaires-priseurs et des crieurs dans la salle, chargés de relayer nos enchères. La partie de poker menteur bat son plein, surtout ne pas révéler son jeu. Une dernière enchère pour assurer notre choix. Ça y est, nous l'avons. Notre principal adversaire vient même nous féliciter. Alors, qu'avons-nous finalement acheté? Mesdames et messieurs, voici votre Ford Bronco de 1971. Bon Dieu, quelle est belle cette voiture. Alors, pourquoi avons-nous choisi ce véhicule? Eh bien parce qu'encore une fois, c'est une véritable icône de l'automobile américaine. Savez-vous que cette voiture a été imaginée par la même équipe qui a créé une certaine Ford Mustang au début des années 60. Charlie et Alex nous ont rejoints pour parler un petit peu de... on a craqué sur cette voiture les garçons, hein, soyons clairs. C'est vrai, on voulait sortir un petit peu des Mustangs, hein, des voitures un petit peu classiques qu'on avait l'habitude de voir ici. En revanche, Charlie, soyons clairs, c'est clairement une voiture mythique ici. Hein. Assez mythique, ça a une bouille ancienne, hein, c'est vraiment... Tout beau, tout carré comme ça. On est en plein dans, tu sais, tout ce qui est néo-rétro, etc. Et celui-ci, en plus de ça, a la particularité d'être à la fois un 4 roues motrices, mais aussi un cabriolet. Ah ouais, c'est vrai, hein, Charlie. On peut rouler cheveux au vent dans ce Bronco. Et ça, c'est quand même le petit truc en plus. Et puis, Alex, on est d'accord, hein, cette voiture va être totalement revue avant d'être envoyée en France. On va la décortiquer, on va tout vérifier, le freinage, on va lui ajouter une direction assistée, on va prendre des compressions pour s'assurer que tout aille bien. Bon, tu me connais, hein. Oui, les garçons, j'ai absolument aucun souci avec vous. Le gagnant de cette voiture va récupérer un petit bijou. Eh bien, vous savez quoi? Allez, c'est parti, on lance le jeu, car l'un d'entre vous va remporter cette voiture à l'issue, à la fin d'Automoto. Pour jouer, rien de plus simple. Envoyez par SMS au 7 14 14 le mot Bronco ou appelez le 36 80. Je contacterai personnellement le gagnant à l'issue de l'émission. Bonne chance à tous. Les garçons, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes dans Automoto, bien sûr. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre ici à Phoenix aux États-Unis dans le stade de football américain de l'équipe des Cardinals de l'Arizona qui accueille l'une des plus grandes ventes aux enchères de l'année. Nous vous avons d'ailleurs acheté une voiture que l'un d'entre vous remportera à l'issue de l'émission, ce magnifique Ford Bronco de 1971. C'est une icône du tout-terrain, une véritable légende ici aux États-Unis. Et attention, car les surprises aujourd'hui dans Automoto ne sont peut-être pas terminées. Alors restez bien avec nous. Tout de suite, c'est l'essai de la semaine. Il y a 2 ans, McLaren présentait celle qui allait changer la donne chez le constructeur anglais. Une super sportive, capable de rivaliser et même de faire mieux qu'une Porsche, qu'une Ferrari ou qu'une Lamborghini, la 720 S. Le look, les performances, les sensations, le comportement, qu'est-ce que c'est bien une McLaren 720 S? En fait, cette voiture avait peut-être un défaut majeur.
son toit. Aujourd'hui, le problème est résolu. En 11 secondes et jusqu'à 50 km/h, la 720S se transforme désormais en cabriolet. Parce que finalement, est-ce que c'est pas mieux de profiter de ce V8 biturbo de 720 chevaux qui siffle comme une bête féroce derrière vous là, en se prenant 1. des coups de soleil et en se faisant 2. une permanente naturelle? Forcément. Seulement voilà, comme tous les cabriolets, la 720S a un problème, le poids. Car un cabriolet sera toujours plus lourd qu'une voiture normale. D'abord parce qu'il y a ce système d'ouverture et de fermeture du toit qui pèse son poids bien sûr, mais surtout parce qu'il faut renforcer la voiture. Il faut renforcer le pare-brise pour qu'il ne s'écrase pas en cas de tonneau, hein. C'est une protection supplémentaire pour le conducteur et le passager, mais il faut aussi bien sûr renforcer ces magnifiques portières pour que la voiture ne se torde pas, sauf qu'ici encore, McLaren fait mieux que les autres. Le mécanisme du toit est entièrement inédit et protégé par des brevets, avec un chouille de verre ultra léger en option qui change de couleur. Et comme la structure de la voiture est elle aussi en carbone, matériau aussi léger que rigide, du coup, la 720S Spider ne fait que 49 kg de plus que le coupé. Seul Ferrari fait aussi bien que McLaren qui s'offre au passage un très bon coup marketing. Parce qu'évidemment, en mode cabriolet, la 720S perd un petit peu son ADN de pistarde, de super sportive pour récupérer un peu plus de GT, un peu plus de grand tourisme, ce qui ouvre forcément un marché et une clientèle différente pour le constructeur anglais. Malgré ce petit côté grand tourisme, la 720S a quasiment les mêmes perfs que le coupé et surtout procure les mêmes sensations. Une voiture précise, efficace, un véritable scalpel sur 4 roues. À part la Senna, la formidable étude aérodynamique de McLaren, la 720S est clairement la voiture qui procure le plus de sensations chez le constructeur anglais. Quoique. Parce qu'il y a aussi elle. Alors elle, c'est clairement l'emmerdeuse chez McLaren. L'adolescente turbulente, celle qui ne tient pas en place. La 600 LT, qui elle aussi s'est offert un bikini. Et si la 600 LT avait un seul défaut, bon, vous avez compris l'histoire du toit, on va pas refaire la blague, hein. Alors, pour resituer un peu la famille McLaren, si la 720S était une Porsche, ce serait une super Turbo S. Si la 600 LT était une Porsche, ce serait une GT3 et même une GT3 RS. Parce que je peux vous dire que c'est primitif, c'est rudimentaire, c'est tape-cul comme pas possible. Ah, c'est un morceau de bois la caisse, hein. Et vous savez quoi? C'est fait exprès. La 600 LT n'a pris dans l'opération que 50 kg pour un poids total de 1297 kg. C'est un peu comme une grosse Clio, mais avec 600 chevaux aux fesses. Voici la recette du régime. Regardez les échappements, ils sont situés au-dessus de la voiture, collés au moteur. Il y a donc très peu de lignes d'échappement. 1, c'est beau, et 2, ça permet évidemment de gagner du poids. Il y a du carbone absolument partout, avec également le fameux berceau en carbone. Comme sur la 720S, il suffit de lever le tapis de sol pour l'admirer. Pas de chichi, et en plus, c'est juste magnifique. Résultat, la 600 LT Spider est quasi aussi efficace sur piste que le coupé car elle ne subit aucune perte de rigidité dans l'opération. Le pied total. Alors ce qui est étonnant, c'est que malgré un déficit de 120 chevaux, la 600 LT a quasiment les mêmes performances, hein, que la 720S. Autant la 720S, sur un circuit, il faut vraiment s'en occuper. Autant celle-ci est extrêmement saine en termes de comportement, hein, vraiment vachement efficace. Hein. Étonnant. Hein. Alors, finalement, sa seule véritable concurrente, c'est la Ferrari, hein, la Pista Speeder. Après, évidemment, c'est une question de philosophie. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a match entre les deux. Hein. Ah, c'est bien ce qu'ils font McLaren. Hein. C'est bien. Hein. Méfiez-vous de McLaren. Méfiez-vous de McLaren.
Souvenez-vous, dans la première partie de l'émission tout à l'heure, nous vous avions parlé de la moto de la doublure de Steve McQueen, mise en vente, mais finalement pas vendue. Prix de réserve non atteint pour cette Husqvarna qui aurait été également pilotée par McQueen lui-même. Et vous le voyez, il n'y a pas que des vieilles bagnoles américaines à acheter ici. Porsche 918, McLaren SLR, Ford GT, McLaren Senna. Et ce qui est marrant, c'est que c'est presque les voitures les moins regardées ici. Bon, et vous prenez laquelle alors? Pas facile, hein. Allez, tout de suite, c'est le grand format de la semaine. Et restez avec nous, parce que dans quelques minutes, on a une énorme surprise pour vous. Une deuxième surprise. Notre voyage vers l'un des endroits les plus désolés du monde débute dans la ville la plus assourdissante au monde. Bienvenue à Las Vegas. Eh ben oui, c'est la ville la plus proche de la vallée de la mort. Et pour nous accompagner dans notre périple, on a choisi une voiture qui va aussi bien ici que là-bas. Voici le Mercedes classe G. Imaginé comme un franchisseur, ce tout-terrain est devenu au fil des ans une des voitures préférées de la Jet Set dans sa version AMG. Mais ça, on va en reparler. Car d'abord, notre première halte nous emmène au supermarché. Alors on a beau être à 2 heures d'une des plus grandes villes des États-Unis, il faut prévoir son coût dans la vallée de la mort. Tous les guides vous le disent, de la nourriture et puis bien sûr de l'eau. Beaucoup d'eau parce qu'il n'y a absolument rien là-bas. Et puis pour la voiture, il faut aussi un petit quelque chose. Et s'il n'y a pas à boire pour nous, il n'y en a pas plus pour la voiture. Donc il faut vraiment prendre ses précautions au niveau du carburant. C'est pour ça qu'on a pris un classe G classique, on va dire, et pas un classe G AMG avec le V8 encore plus gros. Parce qu'il y a une station dans toute la vallée de la mort. Ici, c'est la dernière avant d'arriver au milieu de nulle part. Donc on a préféré prendre nos précautions. Nous avons entre les mains un classe G 550. C'est le cousin américain de notre classe G 500. Quasiment la même puissance et les mêmes performances, avec son V8 4 litres biturbo de 416 chevaux. Après 2 heures de route, depuis Las Vegas, nous entrons dans la vallée de la mort. Notre première halte, au nom inquiétant, le bassin de Badwater, la mauvaise eau en anglais, et pour cause. Alors nous c'est l'hiver, c'est le matin, il fait un petit peu frisqué là, mais l'été, ici avec tout ce sel sur des dizaines, des centaines de kilomètres carrés, c'est tout simplement l'endroit le plus chaud sur Terre, puisqu'on a enregistré ici en 1913 une température record de 56,7 degrés, imaginez-vous. Mais ce n'est pas tout. Badwater, c'est aussi l'endroit le plus bas des États-Unis, puisqu'on est à 85 mètres en dessous du niveau de la mer. Regardez le panneau là-haut, tout en haut de la montagne. Il indique où serait la mer si elle était là. On serait noyé depuis longtemps. Pas grand-chose ne survit dans la vallée de la mort, d'où son nom, évidemment. 8000 km² de paysages tout aussi majestueux qu'inhospitaliers. D'où l'intérêt de prendre un increvable classe G, couleur sable en plus, qui rend hommage à ses origines guerrières, puisqu'imaginé pour les militaires. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu un char d'assaut, ce classe G. C'est gros, c'est grand, c'est lourd, mais finalement, c'est aussi son principal avantage, puisqu'on s'y sent en sécurité. Alors, niveau dynamisme, avec 24 cm de garde au sol, forcément, les virages, on ne va pas les prendre à bloc. Ça tombe bien, ça nous permettra de préserver un petit peu notre essence. On s'est même mis en mode éco pour être ultra efficient. Et puis, avec tout son attirail de tout terrain, ce classe G a évidemment préservé toutes ses qualités de baroudeur. Nous partons donc à l'attaque du désert en toute sérénité sur les traces des premiers conquérants de la vallée de la mort. Voilà, arrivé au canyon des 20 mules. Alors pourquoi 20 mules? Parce qu'à la fin du 19e siècle, des colons sont venus s'installer ici
pour exploiter un minerai, le borax, qui sert notamment à la fabrication de savon ou de détergents. Ce minerai était ensuite transporté sur de grandes charrettes tractées par 18 mules et 2 chevaux. Alors pourquoi 2 chevaux? Parce qu'ils sont moins têtus que les mules et ils étaient positionnés à l'avant du convoi pour mieux répondre aux ordres, bien évidemment. Et ils se déplaçaient exactement sur cette même route, là où nous sommes. Incroyable, hein? L'exploitation du borax s'est arrêtée au début des années 2000, mais les mines sont encore présentes et quelques villes fantômes résistent à l'infernal climat de la vallée de la mort. Nous traversons l'une d'elles pour nous poser quelques minutes afin d'étudier ce fameux classe G qui fête ses 40 ans cette année. Le prototype devait servir l'armée iranienne dans les années 70. Il est finalement devenu un gentleman farmer à l'allemande. Mais l'idée de génie, c'est de l'avoir fait passer par AMG en 1999, la division sport de Mercedes. Depuis, avec sa bouille et ses moteurs de super sportive, il est allé chercher une clientèle de millionnaires qui en sont tombés tout de suite amoureux. Car quelle que soit sa génération, AMG ou pas d'ailleurs, le classe G nous parle. Alors moi, j'ai une théorie. Quand on décide nos premières voitures enfants, elles ressemblent à ça. Un classe G. Cette voiture est tout simplement ancrée dans notre imaginaire, un peu comme votre jouet préféré lorsque vous étiez petit. À la seule différence que lorsque l'on rentre à l'intérieur, regardez, on est dans une limousine. En revanche, c'est bien un classe G pour 2 raisons. Le poids des portières, environ 2 tonnes. Et puis la barre de maintien ici pour le passager, je suis pas sûr qu'on s'en serve quand même. Allez, il est temps de reprendre la route avant le coucher du soleil que nous allons admirer dans l'un des lieux les plus connus de la vallée de la mort. Les colons appelaient cet endroit les Badlands, les mauvaises terres, tant elles étaient inhospitalières. Peut-être, mais regardez-moi un peu cette incroyable lumière. Bienvenue à Zabriskie Point. La nuit approche et nous décidons de faire du camping. Pour assister cette fois au lever du soleil dans des dunes. Car oui, il y aurait un désert de sable, un petit Sahara dans la vallée de la mort, inaccessible en voiture car préservé pour son incroyable beauté. Bon, il a vraiment fait froid cette nuit. Pas une bonne idée de dormir dans la voiture. Bon, on va le voir se lever du soleil. Le spectacle que vont nous offrir les dunes de Mesquite va vite nous faire oublier notre courte nuit, tout simplement magique. Chacun de ces petits grains de sable ici, c'est un morceau de ces montagnes aux alentours qui, avec le vent et l'érosion, avec des dizaines, des centaines, des millions d'années, ont créé ce petit désert. C'est juste fantastique. Allez, maintenant, je me tais et je vous laisse profiter du paysage. Les dunes de Mesquite sont notre dernière étape avant notre ultime destination, un endroit appelé le circuit. Impossible pour nous de ne pas y aller. Mais attention, il est difficile d'accès. Après être passé le long du cratère de Oubé-Hébé, nous partons pour 45 km de piste, bien contents d'avoir un classe G. Après de longues minutes où nos fesses sont mises à rude épreuve, le circuit apparaît enfin. Cet immense bassin de sédiments asséché doit son nom à sa forme ovale, comme les circuits sur lesquels tournent ici les très populaires NASCAR, avec cette grande île minérale noire en guise de paddock. Sauf qu'ici, ce ne sont pas les voitures qui se tirent la bourre, mais les
cailloux. Ouais, les cailloux bougent ici, regardez, il y a cette trace qui part sur des dizaines et des centaines de mètres. Alors on a longtemps cherché l'explication de ce phénomène qu'on a trouvé d'ailleurs très récemment. Contrairement à ce que l'on peut croire, dans la vallée de la mort, l'hiver et la nuit, il fait très froid. Du coup, une couche de givre se forme entre le sol et le caillou ensuite comme ça glisse au rythme du relief, aidé, il est vrai, par le vent. On est clairement ici dans l'endroit le plus insolite de la vallée de la mort. Nous reprenons la route vers la civilisation après 48 heures passées dans l'un des endroits les plus inhospitaliers du monde, mais aussi l'un des plus époustouflants, à bord de l'une des voitures les plus attachantes qui soit. Alors, avait-on vraiment besoin d'un classe G pour ce périple? Non, évidemment non. On a peut-être utilisé 0,01% de ces fantastiques capacités de tout-terrain. Mais finalement, comme la plupart des gens qui achètent le classe G, parce que c'est une voiture rassurante. C'est un peu comme ce vieux sweatshirt qu'on a tous chez soi à la maison et qu'on aime bien mettre le dimanche après-midi pour se sentir bien, comme ça, à l'aise. Eh bien, cette voiture, c'est exactement pareil. Alors c'est vrai, elle a un aérodynamisme de porte-avions, elle consomme un petit peu, elle est très chère, mais vous savez quoi? Moi si j'avais à constituer un garage idéal, j'aurais forcément un classe G. C'est la fin de cette automoto et c'est surtout votre dernière chance pour tenter de remporter ce magnifique Ford Bronco de 1971 que nous avons acheté ici pour l'un d'entre vous. Mais, ce n'est pas tout à fait terminé. Car souvenez-vous, en début d'émission, on vous a dit qu'il n'y aurait pas une voiture à gagner, mais 2 voitures à gagner. Eh bien, mesdames et messieurs, voici cette deuxième voiture. Et quelle bagnole! Puisqu'il s'agit d'une Dodge Challenger SRT de 2011. Et ce n'est pas n'importe quel Challenger, puisque c'est une Inaugural Edition. Il en existe simplement 1492 dans le monde. V8, 6 litres 4, 470 chevaux, encore une icône américaine que nous vous proposons aujourd'hui dans l'émission. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, car en plus, on vous offre la carte grise, mais aussi l'assurance et le carburant pendant 1 an pour les 2 véhicules. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Envoyez le mot Dodge ou le mot Bronco par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Je contacterai personnellement le nouveau propriétaire du Ford Bronco tout à l'heure. Le nom du gagnant de la Dodge Challenger sera lui annoncé la semaine prochaine. Bonne chance à tous. Très bonne semaine, on se retrouve bien évidemment dimanche prochain. Portez-vous bien, ciao! Bonjour à tous et bienvenue dans Automoto, épisode 5, saison 45. Mesdames et messieurs, c'est une émission qui fera date aujourd'hui puisque nous vous proposons le duel le plus attendu de l'année, la nouvelle Renault Clio face à la nouvelle Peugeot 208. Ce sont tout simplement les 2 plus grandes stars du marché qui s'affrontent aujourd'hui et nous allons répondre à une question. Quelle est la meilleure citadine? Une nouvelle fois, bienvenue à tous dans Automoto. Tout de suite, le sommaire. Ce dimanche matin, on vous raconte la révolution électrique de Porsche à travers l'essai événement du Taycan qui rend l'électrique enfin sexy. On essaie la toute première Harley-Davidson 100% électrique pour vous dire si c'est un sacrilège ou un coup de génie. Et on vous emmène à Maranello pour l'essai de la nouvelle F8 Tributo avec une question: est-ce que Ferrari est toujours au top? On vous fait gagner un Ford Bronco acheté aux enchères en Arizona et une Dodge Challenger édition limitée ramenée des US rien que pour vous. Mais d'abord, place à notre grand match entre la nouvelle Peugeot 208
et la Clio 5. Alors vous avez sans doute déjà vu la nouvelle Renault Clio puisqu'elle circule dans nos rues depuis cet été. En revanche, la Peugeot 208 vient juste d'arriver et on va s'intéresser aux détails de la petite lionne et on se retrouve juste après pour la bagarre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle se remarque. Sa présence sur la route attire le regard. La nouvelle Peugeot 208 est peut-être la plus impressionnante des citadines. Et pourtant, notre version n'est pas la plus spectaculaire de la gamme 208. Nous avons choisi la finition allure, celle que vous achèterez le plus. Elle n'a pas tous les attributs esthétiques des versions haut de gamme. C'est la 208 la plus commune. Et bien malgré ça, quel impact visuel! La 208 gagne en muscle et en caractère par rapport à la première génération. Regardez à l'avant, c'est flagrant. Avec cette énorme bouche, cette énorme calandre, on dirait une Audi. C'est flagrant aussi avec les fameux crocs du lion. Et quand on vient derrière, regardez à quel point les ailes sont plus larges, plus musculeuses là aussi. Et puis les fameuses griffes du lion, encore une fois. Et ce bandeau, il vous fait pas penser au Porsche moderne, bah si. Et ça c'est assumé aussi par les designers Peugeot. Toujours plus de caractère et de sportivité. Ce caractère est aussi présent dans l'habitacle. On retrouve le petit volant et les compteurs hauts typiques des Peugeot d'aujourd'hui, avec encore plus d'audace et de modernité. Alors moi j'adore l'intérieur. Bon, on n'est clairement pas dans un style zen. Au contraire, c'est un cockpit d'avion de chasse. C'est noir avec ce petit volant, ces grands écrans et même cet effet 3D là derrière le volant. Là encore, l'inspiration des avions de chasse. Pour moi, Peugeot, c'est la référence mondiale des constructeurs grand public en termes de tenue de route. Alors j'attends la sortie de chaque nouveau modèle de la marque avec impatience. Quel châssis les ingénieurs ont réussi à faire? Cette nouvelle 208 est-elle aussi dynamique, aussi sportive que ses devancières? Bon, la tenue de route, c'est lié au confort. Donc il y a deux aspects. Le confort, tout d'abord. Sur ce plan, la nouvelle 208 est plus veloutée, elle vibre moins, elle fait moins de bruit. Donc le confort, c'est une grande réussite. La tenue de route maintenant. Bon, Peugeot nous a habitués à un tel niveau d'excellence en termes de tenue de route, de dynamisme, de sportivité. Je dois vous avouer que je suis un peu déçu. Pourquoi? Parce que la voiture, je la trouve presque trop souple, moins dynamique, moins sportive qu'une 308, qu'une 508, moins dynamique même que l'ancienne 208. Je prends moins de plaisir au volant de cette nouvelle 208. Mais c'est peut-être dans l'air du temps, accorder plus d'importance à la sécurité qu'au plaisir automobile. Le moteur essence de 100 chevaux, ici en boîte manuelle, suffit pour la ville, et même sur route. Mais si vous voulez plus de puissance, il existe une version 130 chevaux. Ou alors, carrément, la 208 électrique. Changement de couleur, changement de moteur. Ça ne se voit pas, mais ce modèle blanc est 100% électrique. 340 km d'autonomie annoncée pour 136 chevaux. C'est la plus puissante des 208 et c'est d'ailleurs la plus performante en accélération. Alors, l'accélération, on se met en mode sport. Ouais, ça pousse fort sur les 50 premiers mètres. Ça fait de 0 à 100 en 8 secondes à peu près, ce qui est mieux que la version essence 130 chevaux. Et ça se sent tout de suite. Ah ouais, elle vire à plein. Elle s'écrase pas du tout sur ses suspensions. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve qu'elle est au moins aussi bien que la version essence en tenue de route. Dans le sens dynamique, dans le sens Peugeot que j'aime bien. Ouais, c'est remarquable. C'est une vraie Peugeot en électrique. Je me demande si c'est pas la 208 que je préfère. Logiquement, cette version électrique est la plus chère, 37 150 €, soit 9 000 à 13 000 € de plus que les moteurs essence à équipement similaire, mais elle profite d'un bonus écologique de 6 000 €, ce qui réduit l'écart. Notre version essence 100 chevaux allure coûte, elle, 20 400 € en boîte manuelle, et c'est beaucoup parce qu'il faut avoir recours aux options pour profiter d'un GPS, des phares full LED ou d'une caméra de recul. Un équipement insuffisant en bas de gamme, sûrement responsable de la note de 4 étoiles seulement au crash test Euro NCAP, au lieu des 5 étoiles espérées. Le confort exceptionnel et le design de la 208 suffiront-ils pour la placer en tête des ventes? Attention, la concurrence est rude. Ladies and gentlemen, place au duel tant attendu. À ma droite, la Renault Clio, 30 ans de carrière, meilleure vente des citadines depuis 2012.
À ma gauche, la Peugeot 208, star du dernier salon de Genève, descendante bien sûr de la célèbre lignée des 200 chez le constructeur Sochalien. Alors je peux vous dire que ces deux voitures vont se rendre coup pour coup aujourd'hui. Et puis, vous l'aurez noté, nous avons choisi de prendre une 208 bleue comme la Renault Clio afin d'être totalement objectif et de ne pas être influencé par des préférences de couleur. À gauche, la Peugeot. À droite, la Renault. Nous sommes en 2019 et pourtant, on a l'impression que ce duel a toujours existé. Dès 1990 en fait, quand la première Renault Clio est venue s'attaquer à la célèbre Peugeot 205 et depuis, la 206, la 207, la 208, chaque nouvelle Peugeot a dû combattre une nouvelle Clio. Aujourd'hui, la Clio 5 semble classique en reprenant l'essentiel du design de l'ancien modèle. Autant la 208 apparaît en rupture et c'est encore plus sensible en version haut de gamme, la GT Line. Nos deux modèles ont la même couleur et pourtant c'est la Peugeot qu'on remarque. Les designers de la 208 ont pris plus de risques et ça paye. Bon Jérôme, on l'a vu, le design extérieur et intérieur de la 208, il est original, hein, il marque les esprits, mais là, on est dans la Clio et c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal, là aussi il y a des écrans géants là en forme de tablette verticale, vraiment énorme. J'ai les écrans géants derrière le volant, puis cette ambiance noire sportive, c'est sympa moi je trouve. Mais on peut aussi avoir des couleurs claires, des couleurs chatoyantes. Il y a plus de personnalisation dans la Clio. Et un petit détail, les boutons de la climatisation, ils sont à l'extérieur, ils sont bien finis. Ben moi je préfère ça pour varier la clim plutôt que sur l'écran. Et ça je trouve que c'est plus pratique. Parce qu'on a toujours du mal un peu à trouver les réglages. Mais oui. Sur la 208, au contraire, tout se passe sur l'écran, même pour la clim, ce qui nous apparaît moins pratique, moins sûr. Et le style est très différent, plus dynamique, plus cockpit. Cet habitacle donne envie de conduire, de prendre du plaisir. Alors que l'intérieur de la Clio est plus zen, plus calme, plus orienté confort. Bon Jérôme, à l'extérieur, clairement, victoire de la 208. À l'intérieur, match nul. Hein. Oui, match nul aussi pour les places arrière. C'est des citadines polyvalentes, hein. Elles peuvent transporter aussi des adultes à l'arrière. Là, match nul. Je dirais plus ou moins match nul pour les coffres. Mais il y a un petit détail, moi, qui m'a frappé. Regarde, quand je mets un pack d'eau, par exemple, qui est assez pénible à mettre, voilà, le coffre est à cette hauteur-là. Dans la Clio, il est beaucoup plus haut. L'accès au coffre est plus pénible. Donc ça compte quand même dans le côté pratique. Avantage 208. Alors les habitacles sont réussis, les designers nous ont gâtés, mais le plus important pour une voiture, c'est qu'elle roule bien. Et là, les deux constructeurs français annoncent un progrès historique. Oui, la 208 profite d'une grosse évolution de son châssis. La Clio a carrément un tout nouveau châssis. Le résultat en termes de confort, nos deux petites citadines ont presque des prestations de grande berline. Ouais, moi je suis dans la Clio, c'est bien, hein, confortable, silencieux. Hein. D'ailleurs, là, sur des pavés, c'est particulièrement impressionnant. Je trouve même que dans cette situation, la 208 est encore plus confortable que la Clio. Alors qui dit voiture confortable dit normalement voiture pas vraiment dynamique. Hein. Pourtant, nos deux citadines là se prétendent être les meilleures du monde. Alors on a décidé de leur faire un petit test de dynamisme. C'est l'un des tests les plus connus, les plus exigeants, les plus parlants du monde automobile. On l'appelle test de la baïonnette, ou test de l'élan, ou test de l'évitement, tout simplement parce qu'il reproduit l'évitement d'un élan qui traverse la route. Pour nous, le test consiste à suivre cette trajectoire sans renverser de cône. La meilleure voiture sera celle qui passera le plus vite. Il y a une tradition d'excellence chez les citadines françaises, c'est leur comportement routier, leur tenue de route. Qu'en est-il avec ces deux nouveaux châssis, Jérôme? On commence avec la Peugeot 208. La 208. C'est parti. On se met à 67 km/h. Et on y va. Le châssis de la 208 est mis à rude épreuve, mais le test est concluant autour de la Clio. Allez, même vitesse, 67 km/h avec la Clio. Olivier Vittard, notre tonton technique, l'homme qui supervise nos essais ici à Mortefontaine, nous a rejoint. Jérôme est là, évidemment. Bon, messieurs, on va faire un petit peu le point. À 67 km/h, la Peugeot 208 passe. Difficilement, hein, mais elle passe.
En revanche, pour la Clio, ça passe pas. Alors déjà, Jérôme, en termes de sensations, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Grosse différence entre la Clio et la 208. Je me bats beaucoup plus dans la Clio à 67 km/h pour tenir cette trajectoire. D'ailleurs, je me bats tellement que j'arrive pas à la tenir, cette trajectoire, dans la Clio. Comment tu l'expliques ça, Olivier? Ce que ressent au niveau du volant Jérôme, c'est simplement lié au mouvement du véhicule. Les mouvements pénalisent le comportement et donc le dynamisme de la Clio. Ça veut donc dire que la 208 est plus sportive, plus dynamique que la Clio, qui est peut-être plus souple dans son comportement? La 208 est plus dynamique sur ce type d'exercice. Vous l'avez vu, nos deux voitures aujourd'hui n'ont pas les mêmes qualités et encore, on ne vous a pas parlé des tarifs. Alors, quelle note méritent la Peugeot 208 et la Renault Clio? Et puis évidemment, quelle est la meilleure? Réponse dans quelques minutes. Mais d'abord, petit retour en arrière. Un peu plus tôt ce dimanche matin, nous vous racontions notre aventure en Arizona où nous étions partis vous acheter une, voire peut-être deux voitures du côté de Phoenix. Un sublime Ford Bronco de 1971 d'un côté que nous avons bataillé pour arracher aux enchères ici. L'un d'entre vous va le remporter aujourd'hui. Mais ce n'est pas fini. Je vous parlais d'une deuxième voiture. Eh bien, regardez. Mesdames et messieurs, voici cette deuxième voiture. Et quelle bagnole, puisqu'il s'agit d'une Dodge Challenger SRT de 2011. Et ce n'est pas n'importe quel Challenger, puisque c'est une Inaugural Edition. Il en existe simplement 1492 dans le monde. V8, 6 litres 4, 470 chevaux, encore une icône américaine que nous vous proposons aujourd'hui dans l'émission. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, car en plus, on vous offre la carte grise, mais aussi l'assurance et le carburant pendant 1 an pour les deux véhicules. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Envoyez le mot Dodge ou le mot Bronco par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Je contacterai personnellement le nouveau propriétaire du Ford Bronco tout à l'heure. Le nom du gagnant de la Dodge Challenger sera lui annoncé la semaine prochaine. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour le duel le plus important de l'année, la Renault Clio face à la Peugeot 208. Ce sont clairement les deux plus grandes stars du marché français qui s'affrontent. Mais il faudra attendre encore quelques minutes pour connaître notre verdict, car tout de suite, c'est l'événement de la semaine avec une voiture qui pourrait bien changer la donne. Il s'agit de la première Porsche électrique, le Taycan. C'est une voiture importante parce que si Porsche arrive à faire une voiture électrique plaisir, le véhicule électrique va clairement changer de cap. Et puis, évidemment, nous allons répondre à la question, est-ce une vraie Porsche? Réponse avec Jérôme Chon. Le son d'une Porsche, c'est ça. Le flat 6 d'une 911. Ou ça, le 4 cylindres à plat d'un 718 Boxster. Ou ça, le V8 d'une Panamera. Eh bien, il va falloir s'habituer désormais à un nouveau son, celui de la Porsche électrique. Le Taycan. Ce que vous entendez, c'est la signature d'une nouvelle icône. Il y a eu la Porsche 356, il y a eu la Porsche 911, il y aura désormais le Taycan. C'est bien un modèle de cette importance-là qui arrive aujourd'hui. Porsche a investi plus d'1 milliard d'euros pour fabriquer son modèle électrique dans l'usine de Zuffenhausen, le siège historique de la marque, là où la 911 est construite depuis toujours. Le Taycan marque donc le début d'une nouvelle ère, mais sans effacer 70 ans de tradition. Le design respecte le style du constructeur. On reconnaît immédiatement une Porsche, plus grande qu'une 911, plus courte qu'une Panamera. Elle impose son caractère mais reste classique. Pas de révolution non plus à l'intérieur, au contraire, il faut rassurer la clientèle.
On est bien chez Porsche, hein. Le volant, évidemment, on le reconnaît, la qualité de fabrication, les sièges, ces 3 compteurs, tout ça, c'est une vraie Porsche. Mais vous l'avez remarqué, il n'y a plus que des écrans dans la voiture. Grand écran central, là aussi, pour la climatisation, c'est un écran. Devant le passager, regardez, c'est un écran géant. Il peut choisir la navigation, il peut choisir la musique, enfin, il y a tout un tas de choses qui sont nouvelles, ici, pour le passager, mais aussi pour le conducteur. Ces 3 fameux compteurs Porsche, eh bien en fait, c'est un écran géant, là aussi. Et vous savez quoi? Dans ce Taycan, la position est strictement la même que dans une Porsche 911. Alors, le Taycan est un peu plus haut que la 911, donc le siège est positionné un peu plus haut, mais la position du conducteur est exactement la même que dans une 911. En vous asseyant dans cette voiture, en regardant les instruments, en sentant, en prenant les premiers mètres, le virage arrive, vous dites « je suis bien dans une Porsche ». C'est vrai que la sonorité va être quelque chose de nouveau. Il y a une sonorité. Alors vous entendez, il y a un bruit très particulier, c'est le vrai son des moteurs électriques, mais qui est amplifié et qui passe par les haut-parleurs. Notre Taycan réalise le 0 à 100 en 2 secondes 8, plus rapide qu'une Ferrari 812, plus rapide qu'une Lamborghini Aventador. C'est aujourd'hui la Porsche la plus performante du marché. La Tesla Model S, référence électrique, fait encore mieux, seulement 2 secondes 6 pour le 0 à 100, mais une seule fois. Après, l'américaine baisse en performance, alors que la Porsche peut rééditer son temps plus de 10 fois d'affilée. Mais une Porsche n'est pas qu'un dragster. La tenue de route, l'équilibre, les sensations, le plaisir de conduire sont indissociables de la marque. Mais tout ça est-il possible dans une voiture électrique? Le Taycan est-il une vraie Porsche? Pour l'aider, le constructeur y a mis tout son savoir-faire. 4 roues motrices, 4 roues directrices, suspension active, électronique portée sur le plaisir. Alors, est-ce que ça marche? Ah, ça pousse! Ça ne finit jamais de pousser. En virage, c'est hyper vif. Oh là là, ça tient la route, c'est dingue. Je ne crois pas avoir déjà connu ça, même chez Porsche et même en électrique. Je crois que c'est mieux qu'une Tesla Model S. Ah là là, incroyable. Le Taycan est une vraie sportive avec un équilibre idéal. Le centre de gravité est ultra bas grâce aux batteries au ras du sol et au moteur électrique dans chaque essieu. Résultat, on oublie le poids colossal de 2300 kg. Seul un freinage appuyé nous rappelle qu'il faut arrêter 800 kg de plus qu'une 911. Et c'est important parce que cette électrique atteint 260 km/h grâce à sa boîte de vitesse. D'habitude, les voitures électriques n'ont pas de vitesse. Elles sont en prise directe avec le moteur. Mais là, cette Porsche a une spécificité, c'est qu'elle a bien une boîte de vitesse à 2 rapports. Le premier rapport, c'est jusqu'à 60-80 pour accélérer vraiment très fort. Et le deuxième rapport, c'est pour les hautes vitesses jusqu'à 260. Cette boîte de vitesse permet de concilier des accélérations époustouflantes avec une autonomie correcte. Porsche annonce environ 400 km sans recharger. Pour nous, en conduite sportive, les batteries étaient à plat après 300 km. Heureusement, le Taycan permet la recharge la plus rapide du monde sur les bornes Ionity. 2 fois plus vite qu'une Tesla, 80% en 22 minutes. Alors, on va profiter qu'elle recharge pour découvrir les places arrière. Alors attention parce que c'est quand même un coupé là, donc il faut vraiment baisser la tête pour s'installer, sinon vous allez cogner dans le toit. Alors l'espace est raisonnablement important, c'est moins grand à l'intérieur pour les places arrière que dans une Porsche Panamera. En revanche, ils ont creusé le plancher pour pouvoir y mettre les pieds. Moi je dirais que c'est pour 4 un espace raisonnable. Le coffre, voilà, là il y a à peu près de quoi mettre 5 ou 6 valises dans ce coffre. Et il y a aussi un coffre devant qu'on ouvre avec la clé, voilà. Et là, on peut y mettre à peu près l'équivalent d'une valise cabine. Beaucoup de clients de la marque sont encore circonspects face à ce nouveau monde. Et pourtant, la première voiture créée par Ferdinand Porsche fonctionnait bien à l'électricité. C'était en 1898.
Tôt ou tard, les voitures électriques seront les seules autorisées à circuler en centre-ville. C'est ainsi. Réjouissons-nous qu'un constructeur comme Porsche apporte sa notion du plaisir automobile à ce changement irrépressible. Bon, c'est pas donné. 189 152 € pour notre modèle de 761 chevaux. C'est 75 000 € de plus qu'une Tesla Model S équivalente. Mais les clients sont là. La preuve, 400 d'entre eux se sont déplacés sur le circuit du Mans le 3 octobre dernier pour une présentation au public du Taycan digne de Hollywood. Une star est née. Allez, promis, dans moins de 5 minutes, on vous révèle la gagnante de notre duel entre la Peugeot 208 et la Renault Clio. Mais d'abord, place au rendez-vous moto de Bader. Cette semaine, l'Harley Davidson Livewire, la première Harley 100% électrique. Alors, sacrilège ou révélation? Harley-Davidson est un symbole américain. Depuis 120 ans, la recette est la même. De l'acier, du chrome et de la fonte autour d'énormes moteurs pensés pour cruiser dans un vacarme caractéristique. Cette recette vient de changer. Ce son de turbine, c'est celui d'une Harley-Davidson. Fini les explosions du gros bicylindre américain qui fait vibrer vos entrailles. Cette moto, elle est équipée d'un moteur électrique. Elle s'appelle Livewire. Une véritable révolution pour un constructeur qui depuis presque 120 ans mise tout sur la tradition et le plaisir mécanique à l'ancienne. Pour résumer, il s'agit d'une énorme pile lithium de 15,5 kW posée sur un moteur électrique. Pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage. Elle est si avancée technologiquement qu'on peut vraiment se demander si c'est une Harley-Davidson. Et pour ma part, il n'y a pas de suspense, la réponse est non. D'abord, la position de conduite est beaucoup plus sportive que sur une Harley. Et même la géométrie de la moto a été pensée pour qu'elle soit efficace en virage. Et c'est une première pour une marque qui produit essentiellement des motos pour la balade. Pour ça, l'acier traditionnel laisse sa place à l'aluminium. Les pneus Michelin spécifiques, les suspensions Showa et les freins Brembo sont de grade sportif. Côté performance, on a 105 chevaux et 116 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes et la vitesse maximale atteint 180 km/h. Et le truc, c'est qu'on a un moteur électrique. Ça veut dire qu'on a le maximum de couple disponible instantanément. Au moindre coup de gaz, la moto, elle développe tout son couple. C'est carrément monstrueux. Et du coup, c'est plutôt tout l'inverse de ce qu'on s'attend à ressentir quand on pilote une Harley-Davidson. Très différent à piloter, mais aussi très différent à regarder. Je dirais même à peine reconnaissable. Du coup, on va faire une petite expérience. Tout le monde est censé reconnaître une Harley-Davidson. On va voir si c'est toujours le cas avec celle-là. D'après vous, de quelle marque il s'agit? Je sais pas, moi je suis plutôt inspirée par BM ici. Moi je dirais Ducati. Triomphe. Eh non, Ce serait pas Yamaha? vous n'êtes pas sur le bon continent là. Non. Du tout. C'est une Harley. Ah, c'est une Harley. Ouais. Waouh. Ça change de style, c'est très joli. Elle est plus sportive, on va dire, que les Harley qu'on a en tête aux premiers abords. Y a pas un truc spécial là? Ah, si elle est électrique. Ah voilà. Ouais. Harley électrique, c'est fou quoi. C'est vrai, elle est électrique? Oui. Waouh. Si cette machine est aussi différente des standards de la marque, c'est parce qu'elle ne s'adresse pas aux amateurs traditionnels du constructeur, mais à une nouvelle clientèle jeune, urbaine et plus sportive. Elle pèse 249 kg, ce qui est assez peu finalement pour une Harley. La moyenne de la gamme se situe plutôt autour des 300 kg. Et du coup, effectivement, je constate qu'en virage, c'est bien la Harley Davidson la plus joueuse que j'ai jamais pu essayer. Même chose pour le freinage. Jamais une Harley n'a offert de telles capacités de décélération. Frein moteur, ABS, anti-patinage et mode moteur sont tous réglables et préprogrammables. Il y a même une application smartphone connectée. Alors bien sûr, qui dit véhicule électrique, dit autonomie. Ici, Harley annonce 158 km d'autonomie environ, et puis 10 heures pour charger la moto à 100% sur une prise domestique. Comptez 1 heure sur une borne de charge rapide. Si on prend du recul, cette autonomie est insuffisante pour les voyages et les très longues balades, mais parfaite pour un usage quotidien plus utilitaire. Honnêtement, je suis super partagé là. Dans les faits, je vais avoir du mal à critiquer cette moto. Elle est techniquement hyper aboutie, elle est ultra performante et super bien finie. Donc, si je dois la juger sur des faits, je dirais que c'est une excellente machine en fait.
Pour autant, je regrette l'absence de boîte de vitesse qui pour moi fait partie intégrante du plaisir de piloter une moto. Dommage parce qu'entre ça et l'absence totale de sensations mécaniques que délivre un moteur thermique, on a réellement l'impression de passer à autre chose. Et honnêtement, je dois dire que ça me rend un petit peu nostalgique. Reste le prix élevé, 33 900 €. C'est 10 000 € de plus que la concurrente américaine de Zero Motorcycles, la SRF, ou l'italienne de Energica, la Eva Rebel. Toutes aussi abouties, mais n'arborant pas le logo du légendaire constructeur de Milwaukee. Si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, voici ce que vous avez raté dans le duel le plus attendu de l'année, le choc entre les deux futures stars du marché, la Peugeot 208 et la Renault Clio. Regardez. Un peu plus tôt dans l'émission, nous avons voulu mesurer toutes les différences existantes entre la nouvelle Peugeot 208 et la nouvelle Renault Clio. Confort, tenue de route, design, équipement, un duel très serré. Jérôme Chon nous a rejoint pour le jugement final entre la Peugeot 208 et la Renault Clio. Nous allons départager ces deux voitures à travers 4 critères. Les tarifs, bien sûr, la vie à bord, la conduite et les équipements. Chacun de ces critères recevra une note sur 5. 4 critères, jusqu'à 5, 4 x 5, 20. Chacune de ces deux voitures obtiendra donc une note sur 20. Jérôme, on commence donc avec le plus important, le prix. Alors, pour les prix, nous, on a choisi les versions haut de gamme pour montrer toutes les nouveautés de ces voitures. On est autour des 26 000 €. Et là, en haut de gamme, la 208 coûte à peu près 600 € plus cher que la Clio. Ça, c'est pour le haut de gamme. La plupart des gens choisiront le milieu de gamme. Et là, à équipement similaire, tiens-toi bien, une 208 coûte 2 000 € plus cher qu'une Clio. Ça fait une différence là. C'est énorme, donc 5 étoiles pour la Clio en tarif et seulement 3 étoiles pour la 208. La vie à bord ? La vie à bord, 5 étoiles pour la Clio parce que les plastiques sont vraiment de qualité, c'est remarquable. Je dirais aussi 5 étoiles pour la 208. Il y a plus de plastique dur, mais prime à la créativité, prime à cette ambiance incroyable, ce cockpit. On passe à la conduite, 3e critère. Conduite, la Peugeot reste meilleure, évidemment, donc 5 étoiles. Alors, c'est plus tout à fait comme avant les Peugeot, c'est moins dynamique, c'est moins sportif. C'est plus confortable, mais c'est devenu tellement confortable que c'est mieux que la Clio. Seulement 4 étoiles pour la conduite. 4e et dernier critère, les équipements. Alors, les équipements, la Clio propose plein de choses dès le premier prix, ça c'est remarquable, mais je lui mettrai seulement 4 étoiles parce que la 208 va encore plus loin dans ce côté 3D, dans le cockpit, va encore plus loin dans la conduite semi-autonome, dans des équipements très modernes. 5 étoiles là pour la 208. Alors, si je fais bien mes calculs, Jérôme, on est à une égalité, 18 sur 20 pour les deux voitures. Bon, nous, on n'est pas trop fans des matchs nuls. On va désigner une gagnante, clairement. Pour moi, c'est simple, c'est la 208. Prime au design incroyable. Vraiment, les gens se retournent dessus. Et puis aussi ce petit volant que j'adore. Victoire de la Peugeot 208. Et on peut même faire un petit cocorico. Cocorico, exactement. Merci Jérôme. Allez, tout de suite, c'est le grand format de la semaine. Direction Maranello, fief de Ferrari, pour y essayer la nouvelle F8 Tributo. Mais nous, on a voulu répondre à une question. Où en est vraiment Ferrari? Car les choses sont en train de changer pour le constructeur italien. L'arrivée de l'hybride, d'un SUV au milieu d'une concurrence qui fait rage. Ferrari est-il toujours au top? C'est le grand format de la semaine. Alors, on va vous le faire tout de suite, le tour de circuit de la F8 Tributo sur la piste de Fiorano. Pourquoi? Eh bien parce que la Tributo, c'est certes une nouvelle Ferrari, mais qui récupère quand même pas mal de choses d'une ancienne, la 488 Pista. La Pista est une pistarde, comme son nom l'indique, homologuée pour la route et qui avait provoqué une émeute chez les collectionneurs et les grandes fortunes de ce monde lors de sa sortie l'an dernier. C'est bien, ça freine impeccable, regardez. Juste de quoi s'amuser un petit peu dans la dérive. On la contrôle tellement facilement. Même si la Tributo ne reprend que 50% des pièces de la Pista, elle récupère son principal atout, c'est-à-dire ce moteur de 720 chevaux.
à la différence de la Pista, hein, qui est clairement une bête de circuit, cette Tributo se veut beaucoup plus civilisée, avec un contrôle de stabilité, une gestion de la glisse, qui permet tout simplement de vous faire croire qu'ici, sur la piste de Fiorano, vous êtes un petit peu Charles Leclerc, quoi, voilà. Hein. C'est aussi fait pour ça une Ferrari, hein. C'est fait pour rêver. Niveau design, la F8 Tributo rend hommage à la 308 GTB, première berlinette à V8 arrière avec ses doubles feux. Hommage également à la F40 avec cette vitre moteur. La Tributo reprend également quelques ingrédients de la recette Pista, notamment ce grand tunnel aérodynamique sur le capot. Et si la Pista était clairement dédiée au circuit, la Tributo, elle, se devait d'être beaucoup plus polyvalente. Vérification sur la route. Alors attention, hein, c'est clairement plus confortable qu'une Pista. Remarquez, il n'y a pas de mal, hein, parce que la Pista, il faut bien le dire, c'est quand même un morceau de béton armé hein, sur ces routes autour de Maranello qui en plus sont systématiquement en mauvais état. Donc mission réussie hein, pour cette Tributo avec certains éléments clairement faits pour la balade, aussi pour le passager, hein, avec ce petit écran de rappel qui donne certaines informations sur la conduite notamment. C'est assez sympa, mais c'est quand même le conducteur qui va en profiter au maximum, avec mention spéciale pour cette fameuse vitre du capot moteur là, qui rappelle celle de la F40 et que l'on voit dans le rétro. Ça, c'est sympa. Et puis attention, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est une voiture qui fait désormais 720 chevaux, ça commence à faire. Alors 720, nous, ça nous fait penser à une autre voiture, tiens, une concurrente qui a d'ailleurs changé pas mal de choses ces derniers mois dans le monde des sports. Elle, c'est la McLaren 720S. Sortie en 2017, la supercar a été la première anglaise à véritablement inquiéter l'ordre établi des sportives, notamment chez les italiennes. Avec ses 720 chevaux, elle était 50 chevaux plus puissante que son adversaire chez Ferrari, la 488 GTB. Et surtout, les performances de la 720S étaient stratosphériques. Ferrari ne pouvait pas rester sans broncher. Ce qui explique peut-être la courte durée de vie de la 488, seulement 4 ans, d'autant qu'un autre constructeur a décidé de les défier en matière de performance. Il s'agit d'Aston Martin. De l'hypercar Valkyrie en passant par la Valhalla jusqu'à la prochaine Vanquish, la marque anglaise va désormais proposer d'ici 3 ans toute une gamme de sportives à moteur central arrière, comme Ferrari. Ferrari ne pouvait donc pas rester les bras croisés face à une telle déferlante. Et lorsque le royaume est attaqué, la meilleure défense, c'est encore l'attaque. Et l'attaque, c'est bien évidemment de nouveaux modèles. La F8 Tributo sera bientôt accompagnée de sa grande sœur, la SF90 Stradale, présentée à la surprise générale au printemps dernier. 1000 chevaux sortis du V8 biturbo de la Tributo, mais aidés par un moteur électrique. Après la Ferrari, c'est donc le retour de l'hybridation, sauf que cette fois, la Stradale est capable de rouler en tout électrique pendant 25 km. Et oui, les temps changent, les normes anti-pollution sont de plus en plus drastiques et Ferrari doit désormais ratisser large. On essaie d'analyser les technologies disponibles pour obtenir les meilleures performances. Sur la SF90 Stradale, nous avons injecté tellement d'innovations, tellement de nouvelles choses que les performances sont incroyables. Dans notre gamme, nous aurons donc plusieurs moteurs. La gamme V8 autour de la F8 Tributo, la gamme V12 atmosphérique autour de la F12 Superfast et la gamme V8 hybride plug-in de la SF90 Stradale. Ainsi, nous essayons d'être le plus large possible dans nos choix. Et pour rester au sommet, le constructeur italien capitalise sur son histoire avec les Monza SP1 et SP2 présentés l'an dernier à Paris. Châssis en alu, carrosserie en carbone, V12 atmosphérique de la Superfast, 2 millions d'euros pièce pour cette série de 499 bolides directement inspirés des barquettes
des années 50. Les Monza inaugurent une nouvelle gamme chez le constructeur, celle des icônes, comprenait réinterprétation moderne des modèles mythiques de Ferrari. Tout est bien évidemment vendu depuis longtemps, car s'il y a une chose que le constructeur italien a et que les autres n'ont pas, c'est une histoire très ancrée dans la course. Alors regardez, on est en train de filmer la Tributo au pied de la maison de Enzo, mais en même temps, on est à quelques mètres de la piste de Fiorano. Et vous allez le voir, il y a de vieilles Ferrari qui sont en train de tourner au pied là-bas de ce grand bâtiment gris qui est le bâtiment de la gestion sportive du constructeur italien. C'est là où sont faits les F1, les programmes spéciaux comme les FXX. Voilà, c'est ça, Ferrari. On a toute l'histoire, tout l'ADN du constructeur italien qui nous submerge ici. C'est clairement pas un endroit comme les autres. Et même si la concurrence fait rage, même si l'hybridation et sans doute l'électrique arrivent à grands pas, même si un SUV pourrait très rapidement voir le jour, Ferrari est et restera toujours au top. Plus de 9000 ventes en 2018 et la barre des 10 000 par an sera passée très prochainement. N'empêche, c'est avec un peu de nostalgie que nous finissons notre essai de la F8 qui pourrait bien clore le chapitre des berlinettes à V8 thermique centrale arrière, chapitre ouvert en 75 avec la 308 GTB. Il y a ce nom, F8 Tributo. Tributo qui veut dire hommage en italien. Hommage au dernier V8 thermique du constructeur. Peut-être, qui sait, en tout cas, Ferrari reste très discret sur le sujet. Les berlinettes à moteur central arrière seront-elles hybrides, électriques ou auront-elles un V6 dans les prochaines générations? Nul ne le sait. Alors, vous savez quoi? Dans le doute, nous, on va encore en profiter quelques instants. C'est la fin de cette automoto et c'est surtout votre dernière chance pour tenter de remporter ce magnifique Ford Bronco de 1971 que nous avons acheté pour l'un d'entre vous. Mais, ce n'est pas tout à fait terminé. Car souvenez-vous, on vous a dit qu'il n'y aurait pas une voiture à gagner, mais 2 voitures à gagner. Eh bien, mesdames et messieurs, voici cette deuxième voiture. Et quelle bagnole! Puisqu'il s'agit d'une Dodge Challenger SRT de 2011. Et ce n'est pas n'importe quel Challenger, puisque c'est une Inaugural Edition. Il en existe simplement 1492 dans le monde. V8, 6 litres 4, 470 chevaux, encore une icône américaine que nous vous proposons aujourd'hui dans l'émission. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là, car en plus, on vous offre la carte grise, mais aussi l'assurance et le carburant pendant 1 an pour les 2 véhicules. Pour tenter votre chance, rien de plus simple. Envoyez le mot Dodge ou le mot Bronco par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Je contacterai personnellement le nouveau propriétaire du Ford Bronco tout à l'heure. Le nom du gagnant de la Dodge Challenger sera lui annoncé la semaine prochaine. Bonne chance à tous, très bonne semaine. On se retrouve bien évidemment dimanche prochain. Portez-vous bien, ciao!